Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on initie un vlog lecture de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Regardez-moi cette magnifique copie que j'ai. Alors, ce livre, je l'ai déjà lu, mais je vous laisse avec les clips que je vais vous donner juste après. Je voulais juste faire une petite introduction pour vous dire d'abord que cette vidéo est full spoiler, c'est-à-dire que dans ma précédente édition de Lecture XXL, j'avais dit que c'était spoiler, mais il n'y a vraiment pas tout le fil rouge de l'histoire. Là, j'y vais. Là, je vous donne toutes les informations résumées partie par partie. Donc si vous êtes à l'école et que vous avez la flemme de le lire, c'est peut-être la vidéo pour vous. En revanche, si vous voulez vous plonger dans l'histoire en étant aveugle, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, si vous voulez vous plonger en aveugle, vous pouvez arrêter la vidéo juste après, mais j'aimerais vous partager quelques recommandations de lecture que j'aurais aimé avoir avant de lire Crimes et Châtiments pour pouvoir plus connecter avec les personnages et pour pouvoir vraiment être dans l'histoire du début à la fin. D'abord, il faut se poser des questions sur tout. Plongez-vous dans l'histoire, essayez de comprendre ce que signifie tout, à savoir les noms des personnages en russe, comment est-ce qu'ils peuvent être traduits en français, la signification des rêves qui nous sont partagés au cours de l'histoire, suivre l'état d'esprit des personnages dans chaque partie et leur évolution au cours du roman. Est-ce qu'ils représentent un archétype et lequel? Si vous êtes croyant, catho, chrétien, ou si vous avez lu la Bible, ou si vous avez des bonnes connaissances sur la religion, ça vous aidera. Il faudrait aussi analyser le titre. Qu'est-ce qu'un crime? Qu'est-ce qu'un châtiment? Quels sont les différents types de châtiments? Est-ce qu'on les retrouve dans ce livre? Voilà, donc si vous voulez vous arrêter là, merci, c'est très chouette. Abonnez-vous, lâchez un petit like pour la prochaine fois quand vous aurez lu Crimes et Châtiments et que vous voudrez voir quelqu'un qui devient folle en même temps que notre personnage principal pour voir la vidéo plus tard. Enregistrez-la, faites ce que vous voulez, abonnez-vous, bref. Et pour les autres, je vous laisse avec le vlog et j'espère que vous allez bien aimer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il paraît que ça devient une habitude que je vous accueille dans ces petites vidéos de lecture XXL avec mon boubou. Donc voilà. Alors, comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui, pendant le mois qui va s'écouler, dans les prochaines semaines, nous lisons, enfin en tout cas moi, peut-être vous aussi, Crimes et Châtiments de Dostoïevski. J'ai à peine commencé le livre. Je suis dans un état de fatigue monumentale et je n'ai envie que d'une chose, c'est lire. Sauf que quand je suis dans cet état, je sais que je vais avoir la flemme de prendre la caméra, donc je fais quand même une introduction. Parce que j'ai lu les 10 premières pages et j'adore. Genre vraiment, il y a quand même des auteurs qui sont incroyables, qui ont un don pour en une dizaine de pages nous présenter les deux caractères principaux, nous dire à quel point ils sont affreux ou géniaux, la relation qui existe entre les deux et peut-être même les interactions qui vont exister. On a déjà des tourments psychologiques qui viennent habiter le personnage principal, j'imagine, dont j'ai déjà oublié le prénom, le nom que vous découvrirez et qui s'appelle Raskolnikov. Et je vais commencer à prendre des petites notes pour noter tous les noms parce qu'ils ont tous chacun différents noms comme on le sait et c'est ce qui est un peu difficile à suivre dans la littérature russe. On a un personnage qui est pauvre et qui n'en a plus rien à faire. Je crois que le gars est au bout du rouleau, il cherche toutes les solutions sauf celle de rembourser ses dettes. Et il écrit dès la deuxième page: toutefois, il avait cessé en dernier lieu d'y être sensible, en parlant de sa pauvreté qui l'écrasait. On sait qu'il n'est pas très agréable et la personne qu'il rencontre, qui est une vieille femme, qui s'appelle Alena Ivanovna. Elle l'accueille avec un certain dédain, elle est méfiante, elle l'arnaque un petit peu, je pense. Et vraiment, la relation entre les deux me fait rire. J'ai juste envie de me plonger dans le livre et de passer un très bon moment et de faire mon activité préférée, à savoir lire et me perdre dans un monde totalement imaginaire et rentrer en crise existentielle pour toutes les questions qui vont être soulevées par cette lecture. Donc, je vais vous faire des petits points d'étape, comme la dernière fois. Je pense que c'est plus le genre de livre qui me ressemble, à savoir qu'il y a une histoire. Il y a toujours une histoire, mais bon, qui est une histoire plus claire. La plume me plaît beaucoup. Alors, je sais que
Emma, il me semble, du livre hostile, qui lit un Dostoïevski tous les mois de décembre, ce que je trouve absolument génial, ne jure que par la traduction de Markov. Bon, malheureusement, ce n'est pas les traductions que j'ai, donc je prends ce que j'ai. J'ai une traduction de Victor Derelli, et ça a l'air très bien, ma foi. J'aime beaucoup la couverture. C'est très bien écrit, c'est tout ce que j'aime, le 19e siècle, les phrases qui sont bien formées, la puissance du texte, le lyrisme, vraiment, j'adore les livres. Bref. Je me mets dans ma bulle, je prends ma glace, hein, parce qu'il faut pas se voiler la face à boire du thé là, et de l'eau. On est dimanche soir les gars, ce soir c'est glace et crime et châtiment. Je vous reprends plus tard. Les gars, je suis beaucoup trop proche. En plus, j'ai mis un fisheye, donc vous devez avoir ma grosse tête là comme ça. Bref. Je continue ma lecture. J'adore. Voilà, j'ai lu 2 chapitres, j'en suis à la page 50. Et c'est exactement le genre de livre que je ne peux pas poser. J'ai envie de savoir ce qui se passe, où est-ce qu'on va aller. L'auteur, donc Dostoïevski, nous peint à un moment une scène de clair-obscur dans une famille qui est dans une détresse financière, émotionnelle, dans une destitution, dans un manque d'humanité par la pauvreté. D'ailleurs, le père qui raconte l'histoire de cette famille utilise même un mot qui est très fort, qui n'est pas celui de pauvreté, l'indigence. Mais l'indigence, monsieur, l'indigence est un vice. Dans la pauvreté, vous conservez encore la fierté native de vos sentiments. Dans l'indigence, vous ne conservez rien. L'indigent, ce n'est pas même à coups de bâton qu'on le chasse de la société humaine, c'est à coups de balai, ce qui est encore plus humiliant. Et l'on a raison, car l'indigent est tout le premier disposé à s'avilir lui-même. Et voilà ce qui explique le cabaret. Ce livre, oh là là, je l'aime déjà. C'est mon premier Dostoïevski. Je suis absolument fan. Donc cette scène de clair-obscur, cette indigence qui nous est décrite de façon très violente et très brutale. J'avais très envie de lire un livre qui se passe dans les plus basses castes de la société, si on peut appeler ça comme ça, avec les pauvres, avec les prostituées, avec tous ces gens qui sont dans des souffrances extrêmes, voilà, interprétez ça comme vous voulez. Je me rends compte à quel point c'est bizarre de dire ça. Mais vraiment, je suis juste dedans. Je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas si on va vraiment suivre le personnage principal qu'on nous a présenté dans le premier chapitre. Je vais peut-être pas vous faire une update tous les chapitres, mais vraiment, c'est juste trop bien. J'espère que vous l'avez lu avec moi, et je pense que, en fait, je ne sais pas si je vais être capable de le lire petit à petit. Je crois que je vais juste le lire. En fait, j'adore ce genre de livre où ça fait 50 pages que je suis dedans et dès la 10e page, j'étais déjà avec les personnages, dans l'ambiance, la description du cabaret absolument sombre, on sent la cigarette dans l'atmosphère, les tables qui collent, la bière qui colle aux chaussures, les gens mal habillés, les trous. C'est vraiment ces endroits où on n'a pas envie d'aller et en même temps, il y a une espèce de chaleur humaine, il y a une espèce d'authenticité dans les discours. Il y a eu pareil un pamphlet sur l'acceptation de l'humiliation de la fille de l'homme qui nous raconte l'histoire de sa famille et son histoire à lui, puisque il se sait être
un mauvais pilier de famille puisqu'il est complètement ivrogne et qu'il les vole pour pouvoir aller boire cet argent et qu'il accepte en même temps avec beaucoup de plaisir et de joie l'humiliation que sa femme lui fait subir une fois qu'il retourne chez lui. Enfin, c'est dense, et c'est vraiment génial. C'est ça que j'aime dans la lecture. Exactement ce sentiment. Hello, je voulais vous faire un petit update. Je viens de finir la première partie de Crime et Châtiment de Dostoïevski, donc les 100 premières pages. C'est ce qui nous permet d'installer l'histoire. On suit donc un jeune homme qui s'appelle Raskolnikov, C'est notre protagoniste et c'est un gars qui a perdu tout son argent, qui essayait de faire fortune en étant un étudiant et après en créant sa propre carrière, sa propre vie, donc il est tout jeune. Et pendant toute la première partie, on le suit en train de réfléchir à un acte qu'il veut commettre. On comprend très vite qu'il essaye de tuer une vieille femme qui prend ses objets en gage pour qu'il puisse avoir de l'argent et manger avec ses quelques kopecks. Et cette vieille dame, elle est horrible, mais il a quand même beaucoup de regrets avant même de commettre l'acte, j'arrive pas à parler. Il a beaucoup de mal à commettre cet acte, ce qui est normal, parce que, en fait, on grandit avec des valeurs et tuer n'est pas une des siennes. Et du coup, il essaye d'utiliser la religion, qui a été présentée par un autre personnage, je vous en ai parlé dans tout un pamphlet sur Dieu qui finit par une espèce de presque un autre père. Et donc, il essaye d'utiliser Dieu comme remède à cette prise de décision qui est très difficile. Est-ce que je dois tuer cette vieille dame ou pas ? Bon, spoiler, sinon il n'y aurait pas de crime ni de châtiment. Il va tuer cette vieille dame. Mais il va faire plus que ça. Parce que cette vieille dame a une sœur qui, elle, est adorable, qui n'est pas censée être là au moment du meurtre et qui, malheureusement pour elle, arrive et va se faire aussi assassiner par Raskolnikov. C'est le moment, je pense, où tout change. Parce que malheureusement, je pense qu'il aurait pu s'en sortir psychologiquement avec le fait d'avoir tué cette femme qu'il trouve horrible, de lui avoir pris de l'argent, etc. Mais je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à se remettre du meurtre de cette jeune femme. Et donc là, on commence la deuxième partie et il vient d'être convoqué chez la police. Ce que j'ai noté jusqu'à présent, c'est que on voit déjà le thème de la religion qui vient pour, cette fois, valider le fait d'avoir tué ces femmes, parce que il fait des sortes de prières pour se détacher de son libre arbitre, ce qui est impossible en fait, parce que dans la chrétienté, le libre arbitre est fondamental, et certes, les chrétiens se doivent de suivre les 10 commandements, entre autres, mais ils se doivent aussi de ne pas repousser vers Dieu leurs actes, de ne pas lui imputer leurs actes, puisque ce sont des pécheurs, et du coup, Dieu n'en est pas un. Voilà. Donc il refuse la responsabilité de cet acte affreux et réprimandable qu'il va commettre. Et je pense qu'on va rentrer dans une espèce de torture psychologique, et c'est déjà le cas avec l'introduction à la deuxième partie que je trouve absolument fameuse avec cette convocation au tribunal qui, bien sûr, à la police qui, à mon avis, ne va pas du tout mener à son arrestation pour le meurtre, mais à quelque chose de complètement différent, évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas de livre. En tout cas, j'imagine. On verra bien la tournure que ça prend. Mais je suis très intriguée à l'idée de lire ce livre. Et alors, contrairement à mon premier épisode de Lecture XXL, ou mes petits mammouths, je ne pense pas lire ce livre avec beaucoup de découpage. J'ai vraiment envie de l'absorber, j'ai envie de me plonger dans l'histoire. C'est un thriller, presque, parce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe, on a envie de comprendre la géométrie du cerveau de cet assassin, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai pas du tout envie de le poser pour lire autre chose. Donc, je vais juste me plonger dans les pages de mon premier Dostoïevski, apprécier ce classique qui a traversé les siècles et que j'ai hâte de découvrir à mon tour. Petit update, j'ai fini la deuxième partie de ce bouquin. Je vous ai laissé au moment où il venait de tuer la vieille et sa sœur, et j'avais plein de suppositions qui se sont avérées pour l'instant fausses. Donc il était dans l'expectative, il a très peur, et en fait il est tellement stressé, il a tellement peur du meurtre qu'il a commis qu'il oscille entre deux extrêmes qui sont assez intéressantes. La première est qu'il a vraiment peur de se faire avoir, de se faire attraper, et du coup il a envie de se dénoncer lui-même parce qu'il sait que ce qu'il a fait est mal et qu'il a envie, je pense, de se soulager d'un poids. Et en même temps, il a une espèce de bravado tellement
fier de lui, entre guillemets, mais c'est pas vraiment de la fierté, mais il est tellement surpris de pas s'être fait attraper, il est tellement surpris que les gens ne pensent pas que ce soit lui l'assassin. Il a des actes de supériorité et des paroles où en fait il pourrait se mettre en danger. Il prend trop confiance en lui, il suppose qu'il peut se jouer de tout le monde. Et c'est intéressant parce que je m'attendais pas à ça. Après, en termes d'histoire et du fait de s'attacher au personnage, j'ai beaucoup de mal à me concentrer là en ce moment, donc je pense que j'ai passé trop de temps sur les écrans et du coup j'ai vraiment mon attention qui est très très diminuée. Heureusement, j'ai quand même envie de comprendre ce qui se passe dans l'histoire. J'ai un peu de mal à savoir pourquoi ce livre a été écrit, à trouver l'intrigue, à comprendre où est-ce que l'auteur veut m'emmener. Donc ça me trouble un peu. Il y a eu plusieurs directions que j'ai cru voir se dessiner, notamment le fait qu'il devienne un tueur en série, parce que je trouve qu'à un moment, il prend vraiment beaucoup trop la confiance. Et en fait, il en est presque au point où... et c'est d'ailleurs sur ça que se conclut la deuxième partie, c'est en fait... moi aussi j'ai le droit de vivre ma vie, tant pis pour la vieille, en même temps elle l'a bien cherché, donc let's go, on n'a pas de temps à perdre. Et au milieu de toute cette folie, cette maladie dans laquelle il tombe à cause de la culpabilité, donc il y a quand même un message sur le fait que commettre des actes qui sont mauvais, qui vont contre l'ordre des choses, contre des valeurs qui sont humaines, j'imagine pour Dostoïevski, va se voir sur le corps et va abîmer ce corps, va le rendre malade, comme si les valeurs étaient liées à la façon dont on était représenté. Et en même temps, c'est quand même un texte dans lequel il défend pas mal justement les gens qui sont dans l'indigence, où il les met en avant avec des figures comme celle de Katrina Ivanovna, que je trouve très forte. Donc c'est une mère de famille dont il a rencontré l'époux Marmeledov. Pendant la première partie, c'est un ivrogne et c'est lui qui a ce très beau pamphlet sur Dieu qui finit avec un autre père. Et en fait, cet ivrogne, il est malade et il n'arrive pas à arrêter de boire au point, alors qu'il est déjà pauvre et que sa famille est déjà pauvre, il les met encore plus dans l'indigence, dans la pauvreté extrême. Et sa femme doit assumer tout. Et là, on a vraiment une scène où en fait, cet homme va se faire écraser, piétiner par des chevaux parce qu'il est tellement ivre qu'il se jette sous leur carrosse. On a du mal à savoir si c'est un suicide parce qu'il pense qu'il va libérer sa famille comme ça ou si c'est vraiment juste lui qui est ivre et c'est un accident. Mais quand il est ramené chez lui complètement écrasé, il y a vraiment des scènes à chaque fois avec visage dégoûtante mais assez gore, moi j'aime bien. C'est cathartique d'une certaine façon. Bref, cet homme est ramené chez lui et sa femme donc le voit, elle est très lucide sur la situation, elle se rend compte qu'il va mourir. Elle est triste de le voir partir parce qu'elle aime cet homme malgré tout et à la fois on sent que ça va être un soulagement, mais il y a vraiment ces scènes où on nous décrit sa famille dans cette petite pièce où il est là en train d'agoniser avec sa femme qui est là avec ses enfants qui n'ont plus de chaussures. Et on sait très bien pourquoi ils ont plus de chaussures, c'est parce qu'il les a vendus pour pouvoir acheter de l'alcool. Il les a bu, elle le dit à chaque fois, il a bu les chaussures, il a bu les vêtements. Et elle sacrifie toute son énergie, toute sa fatigue, tout ce qu'elle a pour donner un petit peu de dignité à cette famille en prenant ses nuits pour faire la lessive pour que tout le monde ait l'air au moins propre parce que c'est quelque chose qu'elle se refuse abandonner. Lorsqu'il meurt, il y a aussi sa fille, donc Sonia, qui vient. Cette fille qui a été condamnée à la prostitution parce que c'était une nécessité pour la famille, qui est très dure et j'aimerais beaucoup avoir le point de vue de Sonia. En fait, j'aimerais bien trouver des récits du point de vue de ces femmes au 19e siècle qui ont dû se résoudre à la prostitution pour essayer de comprendre comment elles le vivent. Avoir plus ce point de vue-là que celui des hommes ou des femmes qui les ont envoyés vers ce genre de vie. Et cette Sonia qui arrive sur le seuil avec son accoutrement totalement... qui donne totalement sa position sociale. Hein. Elle a des plumes, elle a des couleurs, elle a de la crinoline, etc. Et elle arrive dans cette indigence, dans cette petite pièce et elle voit son père rendre son dernier souffle. C'est assez touchant. Et malgré tout, j'avoue que j'arrive pas trop à être touchée par l'histoire. Donc je suis un peu déçue. Je suis très engagée dans le sens où j'essaye de comprendre ce qui se passe, j'ai des hypothèses sur ce que va devenir notre personnage principal, j'essaye de trouver des liens politiques, mais à chaque fois, c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais je trouve que la façon dont moi j'imagine l'évolution de l'histoire est presque plus intéressante que ce qu'on m'offre jusqu'à présent. Ce qui est un peu frustrant, je l'avoue. Au-delà de ça, j'ai trouvé, donc, comme j'ai lu, du coup, de Tolstoï,
Ouais, je me suis pas mal intéressée à l'histoire de la Russie parce qu'en fait c'est assez nécessaire, et notamment quand on lit Guerre et paix, il y a beaucoup de questions qui émergent, et du coup j'avais lu quelques chapitres sur l'histoire de la Russie et il s'avère que ça m'a pas mal aidé parce que par exemple ici on a un personnage qui s'appelle Pierre Pietrovitch Loujibine qui est le prétendant de la sœur de Raskolnikov. Vraiment les noms c'est dur, je vais faire des efforts mais c'est difficile. Bref, ce prétendant vient de Moscou, si je me souviens bien. Il est plus âgé et il arrive à Pétersbourg. Et à chaque fois dans les livres russes, Moscou représente l'ancien pays et Pétersbourg la jeunesse. Et donc là, j'ai quand même vu dans un des discours où Pierre Petrovitch intervient, une espèce de réflexion sur la jeunesse, sur le fait qu'il voit dans la jeunesse et dans Saint-Pétersbourg de la rigueur, de la volonté, une approche scientifique des choses. Et pourtant, il prône une espèce de capitalisme totalement hors temps à des gens qui sont dans la pauvreté, à des étudiants, donc qui ont forcément un pouvoir d'achat assez faible. Il est dans une toute petite pièce avec une logeuse et une femme de ménage qui sont absolument pas très riches. Enfin, et il pense que par le capitalisme et par l'individualisme, les gens vont pouvoir faire communauté et s'aider les uns les autres. Ce qui est, je trouve, une réflexion un peu bizarre, et j'ai du mal à savoir si c'est vraiment ce que l'auteur a voulu dire, et en tout cas pourquoi on nous donne cette pièce d'information, et qu'est-ce qu'on va en faire plus tard dans le récit. En fait, voilà, c'est ça, je pense, qui me perturbe, c'est qu'il y a plein de petites informations, j'essaye de faire des analyses, je suis quand même plongée dans les... Et pourtant, j'arrive pas exactement à faire sens, comme s'il manquait un fil rouge. Et alors, plus les chapitres passent, et moins ça fait sens pour moi, et plus je me dis que peut-être effectivement, la traduction n'est pas la bonne, et ça m'inquiète un peu, je dois l'avouer, d'autant plus que j'avais vu plusieurs vidéos d'Emma, il me semble, du livre Hostile, qui explique que les meilleures traductions de Dostoïevski sont celles faites par Markov, et que si on ne lit pas Dostoïevski traduit par Markov, on passe à côté de quelque chose. Et c'est un peu la sensation que j'ai actuellement. Si vous êtes parmi les gens qui sont fans de Crimes et Châtiments, laissez-moi savoir quelle traduction vous avez lu, et si vous en avez lu plusieurs, est-ce que vous avez vraiment vu une différence dans la compréhension du texte? Parce que là, j'avoue que c'est un peu frustrant. Malgré tout, j'aime beaucoup l'histoire, mais pour un classique et pour quelque chose qu'on m'a autant vendu, qui est tellement dans les histoires et le type d'histoire que j'aime, je devrais avoir 15 000 tabs, je devrais avoir surligné, souligné des tonnes de choses. J'en suis quasiment presque à 300 pages quand même, et ce n'est pas le cas. Et l'autre truc, je pense, qui me perturbe un peu, c'est que c'est une pièce, j'allais dire. Non, c'est un roman qui se lit presque comme du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges entre les personnages, c'est très étrange. Voilà, j'en suis là. Ok les gars, c'est bon, maintenant on parle. Maintenant l'histoire a pris tout son sens, ou en tout cas une partie. Je suis intriguée, je n'ai plus envie de poser le livre, et c'est un problème parce que je n'ai pas la soirée pour lire. Mais, ok, enfin. Donc, disons que les 2 premières parties étaient pour installer l'histoire, les personnages, donner de la profondeur à chacun d'entre eux, et clairement nous mener en bateau. C'est quoi, 50 dernières pages ? Même pas. Les 30 dernières pages de la 3e partie sont juste trop intéressantes. Parce qu'en fait, on se rend compte que notre personnage est complètement plus pervers que ce que j'avais imaginé. Il a une vision du monde qui est beaucoup plus grave, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est relaté dans une discussion qu'il a avec l'officier qui, je pense, va l'écrouer. Enfin qui est tombé sur un de ses articles lorsqu'il était encore étudiant, dans lequel il divise la population entre 2 types d'hommes, puisque bien sûr les femmes n'existent pas, entre 2 types d'hommes, les hommes ordinaires qui se doivent, par leur nature, par leur instinct primaire de répondre à la loi et d'être ordonnés, et les hommes extraordinaires comme Napoléon, puisque à l'époque de Dostoïevski, il y avait un vrai truc avec Napoléon. Ce sont des gens qui, eux, ont le devoir de sacrifier des gens si c'est nécessaire, pour développer soit leurs tactiques militaires, leurs inventions scientifiques, leur intelligence politique, peu importe. Parce que ces gens vont à l'encontre des lois, selon
Rasco, je l'appelle comme ça parce que j'ai la flemme de dire les noms en entier, je suis désolée. Selon Rasco, parce que pour le bien commun, parce qu'ils font avancer l'histoire de l'humanité, ces gens ont une espèce d'immunité juridique. Bien qu'ils aillent à l'encontre des lois, ils vont permettre d'en créer de nouvelles. Et dans ce cas, il y a un flou juridique, en tout cas dans sa tête, pour dire que c'est ok. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est totalement justifier des actes indus, reprochables, alors que dans le traité de la désobéissance civile de Henri David Thoreau, lui, il prône totalement l'inverse, en fait. Il prône justement que si on se doit d'enfreindre des règles pour faire avancer l'histoire parce que c'est moralement bon, alors c'est ok, mais parce que c'est moralement bon. Et là, ce qu'il présente comme cas d'études, comme cas d'école, c'est pas des cas qui sont moralement bons. Envoyer des gens à la guerre pour gagner plus de territoire, mettre en esclavage, je sais pas, c'est des choses qui, a priori, sont pas moralement bonnes, mais pour lui qui justifie, la fin justifie les moyens parce que ils vont marquer l'histoire. Et c'est ça qui me manquait, c'est que j'avais une intuition sur le fait que Rasco, il se croit au-dessus des gens, il se croit supérieur à eux, et il a un ami dont j'ai pas encore parlé, je crois, alors qu'il est là depuis le début, mais qui l'a aidé dans sa maladie, qui l'aide avec sa famille, etc., qui s'appelle Razumikin. Oh, je suis un enfer. Razumikin qui l'aide à chaque fois, et en fait lui il est très ingénu, très naïf, il trouve que Rasco est hyper intelligent et du coup il lui passe un peu tout, il passe tout sur sa maladie, il arrive pas à se rendre compte qu'en fait il est malade parce qu'il a commis un crime, il a tué quelqu'un. Razo c'est un peu le personnage dont on a besoin qui comprend rien pour nous expliquer l'histoire. Clairement, Razou, pas Rasco, hein, attention, ne faites pas, voilà. Raskumikin. Bref, donc là, il y a tout un pamphlet, des hommes pour qui, en quelque sorte, la loi n'est pas faite. Les hommes sont divisés en ordinaires et en extraordinaires. Newton aurait eu le droit, bien plus, il aurait été obligé de supprimer ces 10, ces 100 hommes, afin que ces découvertes fussent connues du monde entier. Et en fait, c'est fou, parce que du coup, il présente donc les hommes ordinaires comme des conservateurs et les hommes extraordinaires comme des, pas révolutionnaires, mais des pionniers. J'ai entouré le mot, il me semble. Des réformateurs. C'est le mot que je cherche, réformateurs. Et c'est vraiment marrant parce que c'est exactement les mêmes termes que Henri David Thoreau. Anyways, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, la question du bien commun, elle est réelle, mais je trouve que là, il l'utilise pour présenter des faits d'une façon assez fallacieuse. C'est-à-dire qu'il présente les socialistes comme des gens qui sont un peu utopistes, ce qui est vrai, comme toute idéologie politique est une utopie. C'est le principe. En tout cas, on espère. Certaines sont des dystopies. Je vous renvoie à ma vidéo sur les dystopies et mon amour pour les dystopies. Bref. J'arrive pas à me concentrer, je suis trop excitée d'avoir enfin saisi là où on allait et de pouvoir enfin être agrippée dans l'histoire et vouloir en savoir plus. Donc voilà, il dit tout ça. Et en fait, il dit ça comme si lui en faisait partie, comme si lui était de ces personnes extraordinaires qui pourraient justifier la mort de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, il dit que la vieille, s'il pouvait la tuer encore, il le ferait. Sauf que quand il présente cette réflexion, ça n'est pas parce que il a réussi à tuer une idée, contrairement à ce qu'il essaye de se faire croire. C'est parce que il a réussi. Non, c'est parce que cette femme lui rappelle sa mère et sa sœur, qui sont pour lui normalement une source de joie, qui sont des gens vers qui il peut se tourner, mais en fait parce qu'il a tué cette femme, il a maintenant un lourd secret qu'il ne veut pas partager, qu'il ne peut pas partager, au risque de finir emprisonné, et il a une vie à vivre qu'il veut vivre, et du coup il déteste cette femme pour ce qu'elle lui a fait, comme si elle lui avait ôté une part de bonheur possible, tandis que elle n'a rien à y faire là-dedans. Il prétend avoir tué une idée en tuant cette femme, qui est l'idée, j'imagine, d'un capitalisme ou d'un empêchement qu'il avait à vivre sa vie comme il l'entendait, à vivre sa vie de personne libre. Et en fait, c'est faux, il se ment à lui-même. Et c'est très intéressant d'avoir cette réflexion qui pourrait tenir quelque part s'il avait vraiment des arguments politiques derrière et s'il essayait de faire quelque chose avec ce meurtre, ce qui est vraiment, j'imagine, très compliqué parce que la culpabilité est extrêmement lourde et en fait, il oscille entre cette folie et cette ingéniosité et cette réflexion qui est presque aboutie mais à laquelle il manque vraiment juste de la rationalité. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, je suis trop contente. Enfin!
Enfin, et bref, donc tout ça, il en parle avec un inspecteur qui a l'air très intéressant, très perspicace. J'ai hâte qu'il nous retourne le cerveau. Et après, à la fin de la troisième partie, le gars commence à se faire suivre. Enfin, pendant toute la troisième partie, il commence à se faire suivre. On sait pas trop qui c'est. C'est un peu bizarre. Et à la fin de la troisième partie, on sait enfin qui c'est. Là, c'est un drop de Mike. Se fait suivre par un vieux bourgeois qui a une tenue un peu étrange, qui entre chez lui au milieu d'un rêve halluciné où il revit le meurtre. Et en fait, il lui dit « Permettez-moi de me présenter, Arkad Ivanović Svidrigailov. » Si j'ai bonne mémoire, Svidrigailov, c'est le mari de sa logeuse, qui est censé être mort. Il est censé être mort. Oh, j'adore, j'ai trop envie de continuer à lire ce livre. On continue, probablement demain, parce que j'ai pas le temps ce soir, et ça me saoule. Enfin, les gars, enfin. Ah! My dude, we are moving on. Je viens de finir la 4e partie. Je m'étais trompée dans les noms des personnages parce que, comme d'habitude, j'aurais dû faire un petit arbre avec tous les personnages et expliquer leurs liens. Bon, c'est pas grave. On nous a rappelé au début de la partie 4 qu'en fait, le gars là, Zviga Gologov, je suis insupportable. On nous a rappelé au début de la 4e partie qu'Arkad Ivanović Svidrigailov est en fait l'homme qui avait failli faire perdre sa réputation à la sœur de Rasko, qui s'appelle Dounia. Bref, ce mec lui parle et il est trop bizarre parce qu'en fait, il lui dit « Oui, même si j'étais maladroit, moi j'aime Dounia, j'ai vraiment aimé cette femme, Dunachka, j'ai envie qu'elle ait un bon mariage et du coup, il faut absolument pas qu'elle se marie avec Loujine, le mec dont je vous ai déjà parlé là, qui est très bizarre, parle pas, etc. et qui, notamment dans une de ses lettres, avait dit que trouvait ça bien que sa femme soit dans la pauvreté parce que comme ça, elle avait plus de mal à se séparer de son mari. Emprise économique, ouh. On aime les mêmes comme ça. Je rigole, bien évidemment. Mais du coup, tout le début de la partie 4, on parle de ça et tout, on comprend pas trop pourquoi il veut faire ça. Il propose de lui donner de l'argent en échange de l'annulation du mariage. Très bizarre. Très bizarre. Et il n'y a pas d'explication de pourquoi. Mais bon, ok, on prend le fait. De toute façon, moi, ce livre, je vous avoue, c'est moi qui prends des informations et qui me dit, ok, à un moment, ça va faire sens. Bref, le mec prend cette décision et tout. Et là arrive le moment du dîner où Pierre Petrovitch, donc le prétendant de Dounia, vient au dîner chez sa sœur et sa mère. Et Rasko vient aussi, alors qu'il voulait pas qu'il soit là, Pierrot. Et Pierrot, il voulait pas que Rasko soit là. Et Rasko vient avec son pote Razumikin, le beau qui le défend contre vents et marées, il est fan de lui, c'est presque bizarre. Bref, dîner arrive. Et là, catastrophe forcément, parce qu'en fait, Rasko dit clairement qu'il veut pas de lui comme époux pour sa sœur. L'autre, il est en mode « Ah, nanana, je comprends pas pourquoi vous dites ça, c'est toi qui m'as offensé, t'as mal interprété mes paroles. » Bref, c'était un peu la façon dont c'était raconté, je me suis dit « Ouais, on dirait un peu des enfants qui essayent de faire sens d'une chamaillerie qu'ils ont eue à l'école. » Voilà, je comprenais pas. Enfin, je vois l'enjeu parce que comme d'hab, la réputation, etc. Mais là, j'avoue que la façon dont c'était présenté, je me suis dit, ok, bizarre. En revanche, j'ai adoré le moment où la sœur, elle l'envoie valser son prétendant. Tu m'as manqué de respect, tu manques de respect à ma famille. Comment est-ce que tu peux vouloir que je sois dans l'indigence, etc. Enfin, bad girl. Elle l'a bien envoyé chier. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Et après. Trop bizarre. Donc, Rasko, il atteint le but qu'il s'était fixé, à savoir sa sœur n'épouse pas Loujine, et là il se casse. Et le mec est trop bizarre. Enfin vraiment, je sais qu'il est en train de se battre contre ses démons et qu'il pense qu'il fait des trucs intelligents, mais il est trop bizarre. Enfin vraiment. Donc il se casse, et là il va voir Sonia. Je crois que je vous ai pas parlé de si je vous en ai parlé. Sonia, c'est la figure de la martyre un peu dans ce livre. C'est la fille de Marmedalov, l'homme qui était complètement ivre, qui a eu le pamphlet qui finissait par un autre père. Il parle de sa fille qui a été forcée à la prostitution par sa belle-mère. Merci Katrina Ivanovna. Et ensuite, ce mec se fait écraser parce qu'il est saoul. On s'en souvient parce que je viens de le dire. Et donc là, Rasko quitte le dîner et il va voir Sonia, alors qu'il lui a jamais parlé. Enfin, il l'a croisée une fois dans des escaliers, quoi. Et là,
il fait un truc que j'ai trouvé extrêmement gênant, mais extrêmement gênant, c'est qu'il va la voir et il lui dit ok, je sais pas, il lui parle et il lui dit ok, maintenant tu vas me lire le passage dans la Bible de la résurrection de Lazare. Ok. Alors déjà, malaise, parce que pourquoi tu lui donnes des ordres? Tu te détends, Rasco. Et ensuite, il dit une phrase qui m'a mis extrêmement mal à l'aise parce que c'est purement de l'irrespect des barrières que la jeune fille aurait voulu exercer envers cet homme qui quand même se présente chez elle sans aucun motif. Enfin, il se fait la réflexion. Il sentait combien il en coûtait à la jeune fille de lui ouvrir en quelque sorte son monde intérieur. Et donc, tu sens que tu crées un malaise, mais tu continues dans le malaise. Et tu la forces à lire. Tu la forces à lire ce passage, déjà, ce passage d'une religion qui est la sienne et qu'elle aime tendrement, qui est son seul refuge dans la vie, qui est la seule chose qui lui apporte, je pense, un peu de paisibilité. Tu la forces à lire un passage qui est très beau quand on croit parce que c'est un passage dans lequel Jésus va ressusciter du coup Lazare et va comme ça gagner des fidèles puisqu'ils auront vu son miracle. Mais c'est aussi une preuve d'amour de Jésus envers des gens qui ne croient pas en lui. Enfin bref, c'est un peu, je pense, une métaphore pour dire vous qui ne croyez pas en moi, mais aussi vous qui croyez en moi, peu importe, je suis là pour vous aimer et pour vous aider, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement agressif de lui faire lire le passage. Tout ça pour après lui dire que son Dieu c'était de la merde. Donc pas très respectueux, encore une fois. Et ensuite, ça nous aidait pas un peu comme si c'était une image de, voilà, une prostituée, un assassin, ils sont là dans la chambre et puis finalement, en fait, ils seraient bien ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit, et il lui dit « Nous sommes maudits tous les deux, eh bien, partons ensemble. » Bah non, gars. Enfin, genre, vraiment, je te connais pas, quoi. Donc bref, la pauvre, ça m'a vachement perturbée. Et en fait, il pense que parce que elle a donné sa vie à elle en se prostituant, et qu'elle a perdu sa vertu, et que lui, il a pris la vie en tuant, du coup, ces deux femmes, dont Sonia était proche de l'une d'entre elles, il dit « Tu ne comprends pas ? Moi non plus, hein. Plus tard, tu comprendras. » La liberté et la puissance, mais surtout la puissance. Et c'est là exactement ce qui nous était présenté dans la partie précédente du mec, il est complètement fou. Le mec, il est complètement fou depuis le début. Il se croit tellement au-dessus des gens, il se croit tellement meilleur qu'il pense, en fait, il se fait croire encore une fois qu'il est bon pour la société, mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est du pouvoir. Enfin, c'est un politicien, quoi, le gars. Fait de la politique. Arrête. Et arrête d'emmener tout le monde dans ton giron. Et en fait, il détruit la vie de tout le monde et la sienne en pensant aider. Enfin, c'est trop bizarre. Et en même temps, il fait des trucs qui sont bien parfois, genre aider pour l'enterrement de Marmeladov. Enfin, vraiment, je le trouve très étrange, ce personnage. Bref. Et là, donc, il va voir Sonia, il lui dit blablabla, partons ensemble, si je reviens demain, on se casse, quoi. Et le lendemain, il va voir le juge d'instruction. T'es là, mais gars, mais qu'est-ce que tu fais? T'es censé être innocent, tu veux échapper à la justice. Alors je sais que t'es en train de te battre contre tes démons et t'es en mode, oui, il faut que je me dénonce parce que j'en peux plus de cette torture intellectuelle et tout. Mais il y a que toi qui la vois, la torture. Il y a que toi qui vois que t'es un assassin et tout le monde s'en fout autour. Parce qu'en plus, la vieille, en fait, bah, tout le monde s'en fout de la vieille. Personne parle d'elle. Elle est morte, voilà, fin d'histoire. Il y a même pas d'enquête. Enfin, on dirait qu'il y a même pas d'enquête. Bref. Et là arrive un passage que j'ai trouvé fameux. Donc il est avec le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, laissez-moi me rappeler son nom, Porfir Petrovitch. Donc lui on va l'appeler Pépé, hein, parce que franchement là j'ai la flemme. Et la Pépé, il lui retourne le cerveau d'une façon, c'est trop drôle parce qu'en fait il sait clairement que c'est lui qui a tué la vieille et Elisabeth, mais il en a aucune preuve. Il a des gens qui font des déclarations, il a des gens qui vont le dénoncer, mais il a pas de preuve physique que c'est lui qui a tué ces deux personnes. Et en fait, il explique par différents moyens, il lui retourne le cerveau en lui faisant comprendre que il sait que c'est lui, mais qu'il a pas encore les preuves. Et en fait, il le fait tourner en bourrique au point où Rasco, il a failli dire « Ok, c'est moi !» Et là, non, évidemment, on a arrêté parce qu'on a encore 300 pages à lire sur le sujet et je ne sais pas comment ça va se conclure. Et ça se finit là-dessus. Et il y a le gars qui vient lui dire oui, désolé, je t'ai dénoncé, mais c'était nécessaire parce que c'était pour ma conscience. Et il a raison. Et il a 100% raison. Mais vraiment, juste, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression d'être dans un trip. Voilà. Là, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas
ce qu'on essaye de nous dire, je vois un peu les figures qu'on essaye de nous peindre, etc. Mais j'ai pas de... Ah, c'est trop bizarre comme lecture, c'est vraiment très étrange comme lecture. En revanche, je n'arrive pas à poser des livres. Je ne vais faire que ça, et je pense très honnêtement que je vais le finir aujourd'hui. Ça se lit comme un thriller. Voilà. Ça me demande pas mal de concentration, quand même, parce que là, je commence à me dire, on arrive à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que tu nous emmènes, Dosto? Là, je ne te suis pas. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Je ne sais pas ce que tu veux nous dire. Je suis dans un état proche de l'Ohio. Gilles, non, où allons-nous? Good morning, fellas. Oui, donc je viens de me réveiller parce qu'en fait, la nuit est finie. J'ai fini, non pas le livre, mais la partie 5. Et alors, j'ai essayé de faire un petit résumé dans ma tête et au final, je trouve qu'il s'est pas passé grand-chose en termes d'action. C'est-à-dire que, donc, partie 4, Loujine se fait mettre à la porte par sa bien-aimée, sa fiancée, etc. Et il s'en fout, non, il rentre chez lui, il est pas content, mais c'est pas grave. Donc, partie 5 commence. Il est chez lui avec son collègue, comment on dit? Son colocataire. Forgetting basic word. Donc il est avec son colocataire, ils se détestent les deux, et en fait il se dit ah mince quand même, je me suis fait révérer, peut-être que je pourrais essayer de récupérer Sonia et sa mère, même si elles aiment leur frère, je peux avoir ma chance et tout, il faut juste que je réussisse à les mettre à l'envers. Et du coup, ce qu'il décide de faire, ce qui est horrible, c'est qu'il va piéger en fait Sonia. Donc je sais pas si vous vous souvenez, Sonia c'est la prostituée, celle qu'on suit depuis le début, la figure de la femme qui a tout sacrifié pour sa famille, de la jeune fille, jusqu'à son honneur, son corps et son intégrité. Et donc, il va la faire passer pour une voleuse pendant le dîner d'enterrement de son père. Are you for real? Are you for real? Qui est aussi méchant que ça? Franchement. Et moi, j'avais pas compris au début, tu sais, je lisais le livre, j'étais en mode, ah ouais, bizarre, il lui donne de l'argent et tout. Et en fait, il en a profité pour glisser un billet dans sa poche et faire croire qu'elle l'avait volé. Non mais on est où, là? That's not nice! Bref, ce livre est fait que de personnes pas sympas, de toute façon. Donc il fait ça, Rasco, il est présent, il comprend ce qui se passe, il voit clair dans son jeu, parce qu'il est tellement intelligent. Sonia, elle est effondrée, parce qu'elle fait que de chialer, il y a des larmes et des larmes et des larmes pendant tout le chapitre. La meuf est à bout. Franchement, elle est en dépression, la pauvre, il faut donnez-lui un psy, donnez-lui de l'argent, faites quelque chose, réhabilitez-la. Elle est malheureuse, cette femme. Et on est le lendemain du jour où il avait dit à Sonia qu'il lui dirait ce qui s'est passé avec Elisabeth. Qu'il lui dirait qui a tué Elisabeth. Et donc, arrive le moment qu'on attendait tous, où il se confesse. Et en fait, quand il se confesse, c'est exactement ce que je vous avais dit, c'est juste qu'il confesse aussi être un énorme a-hole. C'est-à-dire, faut que j'arrête de parler en anglais, là. En gros, il confesse qu'il l'a tuée, elle lui dit mais pourquoi? En plus, elle est hyper croyante, donc ça se fait pas des gens. Enfin, bien sûr, on n'a pas besoin d'être croyant pour pas tuer des gens. Thankfully. Mais, quand même, ça joue beaucoup, elle, parce que elle considère qu'il a péché, quoi. Le péché, un des pires. Et en fait, il dit, au début, il essaye de justifier, il dit non, mais j'ai fait ça parce que j'étais dans le besoin, j'avais besoin de voler. Il dit mais t'as pas volé. Alors si t'as pas volé, pourquoi tu l'as fait? Il dit je l'ai fait parce que j'essayais de tuer une idée, blablabla, blablabla. Et au final, il arrive à lui dire, en fait, je l'ai fait parce que je voulais voir si j'étais capable de le faire comme Napoléon était capable de tuer des gens pour ses campagnes militaires. Le gars est fou. Franchement, on est à deux doigts de la dépersonnalisation. J'invente des concepts un peu. En tout cas, on est à deux doigts du syndrome psychiatrique. Genre vraiment, Rasco pense avoir un psychiatre. Ça pourrait t'aider. Parce que depuis le début, en fait, on nous dit qu'il est fou. Et moi, je me suis dit, mais il est pas fou. Il a juste tué et il est dans la culpabilité. Non. Il est pas fou par rapport à ce qu'on voit. Il est fou par rapport à ce qui se passe dans sa tête. Le gars est complètement taré. Le gars est fou, malade. Et c'est ok, hein. Mais il faut se faire institutionnaliser si on en est au point où on va tuer des gens. Et en fait, il fait un truc à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'il se confesse à quelqu'un, ou à chaque fois qu'il sent que quelqu'un a de la pitié pour lui, parce que bien sûr, cette femme qui est absolument parfaite, elle va le pardonner, voilà, parce que, ah mon dieu, oui, bien sûr, on va s'enfuir ensemble, blablabla. Moi, j'achète pas, hein, l'histoire d'amour, de romance bizarre entre les deux, là, c'est juste de la soumission, elle cherche une idée, elle cherche quelqu'un pour la sauver, en fait, cette femme. Elle a juste besoin de quelqu'un et elle se rend pas compte que c'est elle qui sauve tout le monde. Et en fait, à partir du moment où il lui dit, il a un moment où il se dit ah non, en fait, je t'aime pas. Pourquoi je lui ai dit? Pourquoi j'ai un? Donc il a peur. Bref. Et ce qui se passe, c'est que pendant toute cette confession,
en fait, Svidrigailov, le mec dont je vous ai déjà parlé, qui est donc le gars qui avait mis en déshonneur sa sœur dans leur village et qui est revenu soudainement, il les suivait partout. Et bah lui, en fait, il habite à côté de chez Sonia, il a entendu toute la confession et le plot twist de la fin, c'est I know what you've done and we need to talk about it. Et donc, part 6. It is, my friend. And it's the last one, so I hope it's a good one. Voilà. À plus. Une petite interruption parce que j'ai quand même un doute sur le fait que notre personnage principal soit le meurtrier et qu'il ait pas, genre, voulu le faire, jamais eu la force de le faire, qu'il se soit imaginé le faire, et en fait, toutes ces choses, toutes les preuves qui existeraient n'existent pas, notamment la bourse, etc. Et vraiment, si c'est le cas, chapeau bas. Chapeau bas. Et j'ai vraiment envie de lire un thriller après ça. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le moment de faire une conclusion. Là, je fais une réaction à chaud et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une deuxième réaction. Mais vraiment, déception. C'est horrible à dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir attendu tout le roman, qu'il se passe quelque chose, et à la fin, ok, donc on le suit pendant toutes ces pérégrinations intellectuelles, émotionnelles, le gars est dans une descente aux enfers, et ça je pense que c'est la traduction, mais franchement j'ai trouvé ça bien fait, mais ça m'a pas chamboulé, malheureusement, alors que je m'attendais à être chamboulé. Dernière partie, on se concentre sur le personnage de Svidrigailov, enfin bref, le mec là qui a voulu épouser sa sœur, Svidrigailov, oui, qui a voulu épouser sa sœur, qui a écouté aux portes et qui a su du qu'il avait commis l'assassinat, qui a voulu l'utiliser comme petit chantage pour récupérer sa sœur. En fait, on se rend compte que c'est juste un gros dégueu et j'arrive même pas à comprendre à quoi ça sert de nous raconter le fait qu'il a très probablement empoisonné sa femme. Ok, on s'en doutait. Il a pris, il est fiancé avec une jeune fille de 16 ans alors qu'il en a 50. Dégueulasse la façon dont il décrit comment il la met sur ses genoux et ce qu'il trouve attirant chez elle, à savoir son côté enfantin, bon SOS pédo quoi. Et après pareil, il va dans une auberge, il est un peu non, c'est pas ça, il donne rendez-vous à Dounia, la sœur de Rasko, il veut la violer, enfin genre horrible, et il lui dit d'ailleurs au calme. Ah oui, machin, comment tu vas pouvoir expliquer que t'étais dans une chambre tout seul avec un homme, bien sûr que c'est de ta faute et tout, il est très facile de violer. J'étais là, oula, SOS, pourquoi? Why? Ok. Donc elle, heureusement, elle était armée, donc elle lui tire dessus, mais elle se résout pas à le tuer, donc il est tellement choqué parce qu'il l'aime il l'aime. Grand sujet, les hommes qui aiment les femmes en les torturant, super, c'est pas de l'amour. Tellement choqué qu'il se dit ok vas-y c'est bon tu peux y aller. Et après il récupère l'arme, il reste une cartouche et en fait il va dire au revoir à sa fiancée, il va dormir dans un hôtel bizarre où il fait un rêve avec une petite fille de 5 ans qui serait une prostituée, genre pareil, description horrible, et au final il finit par se tuer. J'ai pas compris ce que ça apportait à l'histoire. Après dans l'épilogue ils disent que c'est parce que lui il a su dire au revoir à la vie alors que Rasko lui il était trop proche de la vie, donc je pense que c'est un peu une espèce de parabole dans le livre pour dire que en fait quand on n'arrive pas à se tuer c'est qu'il y a encore un espoir pour se rapprocher de Dieu. C'est le seul truc pour lequel j'arrive à faire sens dans ce livre. Bref, donc après il va voir Rasko, il finit par aller voir Sonia et sa sœur a annoncé qu'il les a vraiment tués, donc sa sœur pareil qui est très croyante, elle lui dit qu'il faut qu'il aille se dénoncer à la police. Il veut aller se dénoncer à la police, le gars prend pas sa déposition, et il présente même des excuses parce qu'en fait il pensait que c'était lui alors qu'en fait c'est pas lui, ha ha ha. C'est là, si, c'est lui. Et heureusement, Sonia l'a suivi, donc quand elle le voit sortir, elle tape dans ses mains, ça le réveille, genre il va faire sa déposition, il se retrouve en Sibérie. Épilogue, cuicui les petits oiseaux. Donc, crime et châtiment, cuicui les petits oiseaux. Sa sœur Dounia qui se marie avec son meilleur pote, comment il s'appelle, Razumikin, là. Et Rasko, donc qui est hyper renfermé sur lui-même, qui parle à personne, qui prie pas. À un moment, il est malade. Sonia aussi, donc elle peut pas aller le voir parce que évidemment, elle l'a suivi, parce qu'évidemment, elle est amoureuse de lui. Elle trouve ça tellement admirable qu'il lui a annoncé qu'il avait commis un meurtre, que du coup, elle le suit en Sibérie. Donc à un moment, elle est malade, elle peut pas le visiter. Et là, il se rend compte que vraiment, elle lui a manqué. Et là, voilà, son cœur s'ouvre et il est prêt à l'aimer. Et finalement, il se dit qu'il lui reste que 7 ans à vivre et que c'est l'équivalent de 7 jours. Et elle aussi, elle est rassurée parce que enfin, il l'aime sincèrement. Ok,
j'aime pas, en fait, j'aime pas du tout l'image que ça véhicule sur la femme qui doit absolument être sacrificielle pour qu'on s'intéresse à elle. Elle a quand même gâché toute sa life, enfin, elle l'a suivi. Ok, dans l'histoire, elle a gagné de l'argent, machin, je sais pas quoi, mais, enfin, pour moi, la scène de Lazare, elle était horrible, là, quand il la force à ouvrir son intimité et tout pour lui, je trouve ça affreux. Et Sonia, voilà, alors elle. Mais Raskolnikov était ressuscité, il le savait, il le sentait dans tout son être, et Sonia ne vivait que pour la vie de Raskolnikov. Really? Super. Donc, cette série ne commence pas bien du tout. Waouh! Je suis tellement déçue. Bref, je sais que parmi vous, enfin vraiment, unpopular opinion, je sais qu'énormément de gens adorent ce livre. Vous m'avez dit dans les commentaires que c'était parmi vos livres préférés, etc. Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? Est-ce que vous l'avez lu dans cette édition? Donc c'est la Pocket. Si oui, ok, parlons-en. Si vous me conseillez de lire une autre traduction, franchement, je suis prête à le faire parce que le livre est bon et j'étais vraiment dans l'histoire. J'avais envie de comprendre ce qui se passait, mais à chaque fois, je me disais, mais c'est ce que je vous avais dit à un moment. Enfin, c'est moins intéressant que ce qui se passe dans ma tête. Et donc, l'épilogue là, ah non, moi ça je peux pas. Elle ne vivait que pour lui. Mais dégage, sors d'ici. Ah, waouh. Puis je reviendrai un peu plus tard, je pense, parce que... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je me devais de conclure cette vidéo correctement. Je ne pouvais pas m'arrêter sur la partie que vous venez d'avoir. Clairement, ça n'est pas du tout représentatif de ma lecture et je m'en suis d'autant plus rendu compte après avoir monté la vidéo. D'abord, j'ai pris une semaine. Ouais, c'est ça. J'ai pris une semaine pour pouvoir vraiment penser au livre parce que, en fait, j'ai fini la lecture avec un niveau d'énervement qui était énorme. Vous l'avez sûrement vu, vous l'avez sûrement compris. Mais j'étais vraiment hyper énervée par la tournure que prenait l'histoire, à tel point que ça m'a, entre guillemets, gâché ma lecture. Mais en fait, c'est juste que je me suis laissée submerger par mes émotions et ça a été très drôle pour moi de monter la vidéo et de me rendre compte à quel point j'étais attachée aux personnages, à quel point je me suis identifiée à eux. Parce que si ça n'avait pas été le cas, jamais de la vie je me serais énervée comme ça. Et alors que je dis tout le contraire dans mes analyses, ce qui est très drôle. Je me sens détachée, je me sens distante, et en fait c'est parce que parfois quand vous vivez, j'ai envie de dire, avec certains personnages, et que vous reconnaissez certains de vos traits en eux, ou des traits de votre famille, de vos amis, ça vous impacte fortement. Et je pense que j'ai fait, dans une moindre mesure, ce qu'a fait Rasco pendant tout le livre, c'est-à-dire que je me suis dissociée, je me suis éloignée des personnages pour pouvoir les voir comme des personnages qui me sont étrangers, alors qu'en fait, ils étaient beaucoup plus proches de moi que ce que j'imaginais. Et c'est là le génie de Dostoïevski. Donc, dans la dernière partie, ce que je vous disais beaucoup, c'est que je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir un focus sur le personnage de Svidrigailov. Vous pardonnerez ma prononciation qui a été nulle du début à la fin de cette vidéo. Rasco aurait voulu être comme Svidrigailov. Il aurait voulu être cet homme qui n'est pas touché par les méfaits qu'il a commis, par les crimes qu'il a perpétrés. C'est un homme qui a empoisonné sa femme, qui est clairement pédo. C'est un homme qui tue et qui se fiche de la justice. Ça n'est jamais quelque chose qui traverse son esprit. Il fait tout pour manipuler les gens, il fait tout pour les faire plier à ses envies. Ses envies à la fois sexuelles, mais presque juste de pouvoir, comme ce que disait Rasco à Sonia, dans le sens où il cherchait du pouvoir lorsqu'il a assassiné cette vieille dame. Et j'ai trouvé ça, après lecture, après recherche sur internet, d'analyse, pour essayer de comprendre ce que représentaient les différents personnages, j'ai trouvé ça absolument fameux. Parce qu'évidemment que cet homme qui est là en fond, qui nous repousse, parce que normalement on est plus proche de Rasco que de Svidrigailov, normalement, rassurez-moi, forcément il nous repousse, et à tel point que moi je n'ai pas réussi à l'imaginer comme un personnage, comme la représentation de quelque chose, alors que c'est exactement ce qu'il est. Voilà, j'étais aussi très énervée par la fin, l'épilogue que j'ai qualifié de cuicui les petits oiseaux. Et pareil, donc là j'en ai parlé avec quelqu'un qui l'avait déjà lu, et cette personne m'a dit « Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une fin heureuse ?»
Est-ce que vous pensez sincèrement que deux êtres qui se sont rencontrés et mis en couple sur un principe de codépendance, de manipulation émotionnelle, psychologique, presque physique, parce que ce que je n'ai pas dit dans mes vlogs, c'est que la façon dont Rasco force Sonia à lire la résurrection de Lazare lorsqu'elle est dans sa chambre, moi je l'ai presque vécu comme un viol. C'est-à-dire qu'il rentre dans son intimité de façon forcée et elle n'a aucune arme pour se défendre face à lui et elle se soumet. Ce qui est horrible. Et du coup, construire une relation sur ces pierres que Rasco a posées, qui sont sa volonté à lui parce qu'il a besoin de quelqu'un pour le sauver, il a besoin d'aide, et comme en fait toutes les femmes de sa vie ne font tourner leur vie qu'autour de lui, sa mère meurt parce qu'elle comprend que quelque chose ne va pas avec son fils et que c'est trop dur pour elle à supporter. Toutes ces femmes qui se sacrifient pour lui, c'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça qu'il s'épanouit. Et ça en fait pour moi un personnage détestable. Alors bien sûr, c'est un personnage complexe. Parfois, j'ai eu de l'empathie pour lui, où on voyait justement sa torture mentale et les difficultés qu'il avait à trouver sa place parce qu'il se débat entre sa culpabilité qui est inhérente à sa personne et son besoin d'être un homme extraordinaire qui normalement devrait l'éloigner de la culpabilité, alors qu'il se rend à la police à de nombreuses reprises pour aller se dénoncer, même s'il ne le fait pas parce que son envie d'être extraordinaire le rattrape. Mais en réalité, c'est juste un homme comme vous et moi, a priori. C'est quelqu'un de normal. C'est un homme ordinaire. Et je pense que plus que le meurtre, c'est cette réalisation qui va le foudroyer et qui va le faire tomber complètement dans la folie. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment la partie 3 ou 4, je crois, qui nous révèle ce concept d'homme extraordinaire et d'homme ordinaire qui donne tout son sens au livre, qui lui donne toute sa profondeur, et en fait c'est avec cette analyse-là qu'il faut pouvoir entrer dans le livre. Donc voilà, on aura finalement eu un livre, enfin finalement, 2 épisodes, on aura finalement eu un livre qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment touchée et qui continue de m'habiter, j'y pense clairement tous les jours. Je pense continuer à y penser, ça fait beaucoup de penser, hein, voilà. Je vais continuer à y réfléchir et en faisant toute cette analyse et en prenant du recul sur la dernière partie, sur l'épilogue, vraiment ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je le relise. Et je pense que cette fois, j'achèterai l'édition Babel, sur les recommandations du coup d'Emma, du livre hostile, avec la traduction de Markov, pour ne pas passer à côté des subtilités de la traduction de cette langue très complexe qu'est le russe. J'ai tellement été perturbée par cette lecture que j'ai énormément de mal à lire depuis que j'ai fini ce livre. J'ai commencé un autre roman qui n'aura pas sa place dans notre série des lectures XXL, et là j'hésite à me replonger dans du Dostoïevski avec les frères Karamazov, qui est bien plus une brique que Crime et Châtiment, clairement. On est sur 2200 pages, c'est comme le Comte de Monte Cristo. Et en fait, je crois que j'ai tout de suite envie de me replonger dans du Dostoïevski pour savoir connaître un peu plus cet auteur, parce que ce livre est beaucoup plus autobiographique que Crime et Châtiment, mais également parce que j'ai l'impression que je n'ai pas fait justice à cet auteur lors de la première lecture d'un de ses romans, donc Crime et Châtiment, et j'ai envie d'être un peu plus sympa avec lui en lisant Les Frères Karamazov. Donc là, je pense que je vais me plonger là-dedans. J'hésitais aussi à m'orienter vers Le Maître et Marguerite de Bulgakov ou vers Les Misérables de Victor Hugo, que je traîne. Mais je pense que là, il faut que je me plonge à nouveau dans Dostoïevski avec Les Frères Karamazov, et c'est donc ce qu'on fera la prochaine fois. Donc si vous voulez me rejoindre, lisez avec moi, envoyez-moi des messages sur Instagram, tout est dans la barre d'infos ou sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite et j'espère que si vous avez lu Crime et Châtiment, vous l'avez autant habité que moi, qu'il vous aura autant touché que moi, voire plus. Et n'hésitez pas à me partager votre expérience juste en bas. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye!